Imaginez un objet mathématique né d'une simple symétrie qui pourrait à la fois résoudre une énigme vieille de 250 ans et révolutionner l'informatique quantique. Ça paraît fou, non? C'est pourtant la promesse du sablier de Pérez, un concept qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dedans. La question, elle est vertigineuse, c'est le mot. Pensez-y, un casse-tête qui a tenu tête aux plus grands esprits pendant plus de 2 siècles. Et si, au fond, sa solution était la clé pour bâtir les ordinateurs de demain? C'est cette promesse incroyable qu'on va explorer. Au cœur de ce mystère, il y a cette suite de nombres, la séquence de Lichtenberg. On la retrouve un peu partout, c'est ça qui est fou, dans des jeux de patience ou même dans la physique des éclairs. C'est une sorte de signature numérique de l'univers. Le problème, pendant 256 ans, personne n'a compris pourquoi. Quelle était la structure géométrique cachée derrière? Alors, pour comprendre la solution qui est proposée, il faut qu'on fasse un petit pas en arrière. Et vous allez voir, tout part d'une idée, mais d'une simplicité déconcertante, basée sur un objet mathématique que la plupart d'entre nous connaissent déjà. D'un côté, on a le bien connu triangle de Pascal. Sa règle, c'est simple, l'addition. Mais qu'est-ce qui se passe si on imagine son jumeau, son reflet exact, qui lui fonctionnerait à l'inverse, avec la soustraction? C'est vraiment cette idée de dualité, de symétrie, qui est le point de départ de toute cette histoire. Et cette idée, elle ne date pas d'hier. Regardez un peu ce croquis. Il vient d'un livre de l'auteur, Jean-Claude Pérez, et il date de 1997. On voit déjà l'intuition de base. 2 triangles opposés, l'un qui additionne, l'autre qui soustrait. C'est la naissance de ce qui deviendra le sablier. Et à partir de ce simple dessin, va naître un objet mathématique bien plus complexe. Et c'est lui, le vrai protagoniste de cette histoire, le sablier de Pérez. Et le voilà! Pas le dessin, hein. L'objet mathématique moderne est complet. On retrouve bien nos 2 parties, un hémisphère nord, celui qui additionne, à la Pascal, et un hémisphère sud qui soustrait. 2 univers en miroir parfaitement liés. Et c'est là que l'article scientifique lâche sa première bombe. La solution à cette énigme vieille de 250 ans, elle n'était pas cachée dans une formule impossible à comprendre. Non, non. Elle était là, sous nos yeux, dans la géométrie même de cet objet. Bon, ok. Comment ça fonctionne, concrètement? Eh bien, la solution est presque trop simple, vraiment. Il suffit de savoir compter, c'est tout. Alors, on va se concentrer sur la partie du bas, l'hémisphère sud, celui de la soustraction. On oublie les bords, les 1 sur les côtés. Et maintenant, on compte juste combien il y a de nombres positifs à l'intérieur. Première ligne, il y en a 1, et ça, c'est le tout premier nombre de notre fameuse séquence. On descend d'un cran, on fait exactement la même chose. On compte le positif. Et là, on en trouve 2, le deuxième nombre de la séquence. On commence à voir le truc, non? Allez, lignée d'après, on compte, et hop, 5 éléments positifs à l'intérieur. C'est exactement le 3e terme de la suite. Ça marche parfaitement. Et ça continue, comme une horloge. Ligne après ligne. Ce comptage tout bête dans la partie sud du sablier génère, un par un, dans l'ordre, tous les nombres de la séquence de Lichtenberg. 21 puis 42. C'est bon, l'énigme est résolue. Donc, voilà le point essentiel. Un des plus vieux casse-têtes de la théorie des nombres a en fait une origine géométrique super élégante. C'est déjà une découverte fascinante en soi. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Résoudre une vieille énigme, c'est classe. Mais et si cet objet, ce sablier, avec sa symétrie parfaite, sa dualité, était en fait le plan d'une des technologies les plus complexes qu'on essaie de construire aujourd'hui? Voilà, on entre dans le 2e acte. On laisse un peu de côté les maths pures et on plonge dans le monde complètement étrange et super fragile de l'ingénierie quantique. Pour faire très simple, l'informatique quantique a un énorme problème. Tout est fragile. Les qubits, les bits quantiques, c'est un peu comme des bulles de savon. Le moindre courant d'air, c'est la décohérence, et pouf, l'information s'envole. Les erreurs s'accumulent à une vitesse folle. Et c'est exactement là-dessus que le sablier prétend avoir une solution. Et là, on a des chiffres. Des résultats de simulations faites sur Qiskit, la plateforme d'IBM. Quand on utilise une méthode d'encodage classique, la fidélité de l'info, sa qualité en gros, elle est de 0,63. Mais quand on utilise la structure en miroir du sablier, eh bien ça grimpe à 0,92. Dans le monde quantique, passer de 63% à 92% de fiabilité, c'est juste un pas de géant. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Une réduction de 30% du taux d'erreur. C'est colossal. L'idée de base, c'est que cette symétrie miroir fonctionne comme une sorte de filet de sécurité. C'est comme si chaque information avait son jumeau.
S'il y a une erreur qui se glisse d'un côté, on la repère tout de suite en comparant avec le reflet, qui lui est resté intact. Et l'idée va même plus loin que le code. La forme même du sablier, sa géométrie, pourrait devenir le plan de construction des puces quantiques. Au lieu de disposer les qubits un peu au hasard, on les organiserait en suivant ce modèle. On créerait une structure qui serait, par nature, plus solide, plus résistante aux erreurs. Mais l'ambition derrière ce sablier de Pérez ne s'arrête pas à la technologie. Il y a une dernière couche, on va dire, plus philosophique, presque cosmique. L'auteur lui-même le dit comme ça. Chaque vérité connue a un jumeau inconnu. L'idée sous-jacente, c'est que ce sablier, ce n'est pas juste une invention sortie de nulle part. Ce serait la découverte d'un principe fondamental de l'univers, la dualité. En gros, la dualité du sablier, plus contre moins, expansion contre contraction, ce ne serait pas juste une curiosité mathématique. Ce serait le reflet, l'écho de dualités bien plus profondes qui gouvernent notre réalité. Et on finit donc là-dessus avec cette question qui donne un peu le vertige. Si un simple miroir mathématique nous a ouvert les yeux sur tout ça, combien d'autres miroirs de ce genre nous attendent? Combien d'autres aspects de la réalité sont là, juste à attendre qu'on regarde leurs reflets pour qu'on les comprenne enfin?